on va commencer tranquillement. Si vous voulez, là, évidemment, pour toutes les personnes là, qui n'auront pas à parler, le temps jusqu'à ce qu'on arrive à la période de questions, de bien regarder que votre micro est fermé. Donc, bienvenue, bien heureuse de vous accueillir ce midi. C'est une conférence que j'avais bien hâte qui se réalise. C'est un dossier que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur, donc les femmes et la santé et sécurité du travail. Sachez que c'est un webinaire qui a lieu aussi, qui est en lien avec le sommet de santé et sécurité qui aura lieu à Québec la semaine prochaine. Donc, ceux et celles qui voudront assister à l'atelier sur les femmes et la santé-sécurité qui aura lieu de mémoire le mercredi matin en matinée. Et l'objectif, c'était de commencer la réflexion dès aujourd'hui parce que c'est un sujet qui, en un seul atelier, ne nous permettait pas de couvrir tous les aspects. Donc, c'était de donner un peu d'informations préalablement au sommet en santé-sécurité. Sachez que c'est pour cette raison-là aussi que le webinaire est enregistré parce qu'il sera disponible pour les personnes qui voudront l'écouter par la suite, qui se sont inscrites au sommet santé et sécurité et aussi pour toutes les personnes qui voudront acquérir l'information qui nous sera transmise là, par nos trois conférencières ce midi. Donc, sans plus tarder, on va débuter notre webinaire. Sachez que ça va être en trois volets, donc il y aura les trois présentations. À chaque fin de présentation, il y aura un 10 minutes de questions qui sera possible pour vous. Donc, d'indiquer, de poser vos questions directement à nos conférencières. Donc, pour commencer, on va laisser la parole à Karen Messing, qui est une chercheure en ergonomie et professeure émérite au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches menées en partenariat avec des syndicats et des organisations féministes portent sur l'intégration de l'analyse de genre dans la compréhension de la santé au travail, particulièrement dans le secteur des services. Elle est auteure de plusieurs ouvrages majeurs sur la santé des travailleuses, dont le deuxième quart de la honte à la solidarité des femmes au travail. Et également, c'est elle qui a inspiré aussi le titre de ce webinaire, L'invisible qui fait mal. Donc, Karen, si tu es prête, je te laisserai la parole et tu vas partager ton écran. Merci beaucoup. Annie, ça a été vraiment le fun de préparer cette présentation. J'essaie juste de me mettre en mode diaporama. Ah, OK. Ah, je monte ça. OK, c'est bon. Ah, donc, j'ai à vous parler des souffrances invisibles des femmes au travail. Et là, j'essaie d'avancer le diapo et je n'arrive pas. As-tu la possibilité de l'avancer, Annie? Non, malheureusement, je n'ai pas ta présentation, donc je suis incapable de l'avancer de mon côté. Avec tes flèches de clavier, Karen, peut-être? Ah, OK, je vais essayer sur le clavier. Non, non plus. Bon, ben, je vais me mettre en mode, essayer de me mettre en mode pas diapo. OK, on va devoir le voir comme ça. Euh, donc, le plan de la présentation, mais est-ce que vous voyez bien les diapos avec, ou est-ce qu'il y a des visages devant? Non, ça va bien. Ça va? Oui, ça va. OK. Donc, la première chose que je vais vous présenter, c'est la division du travail entre les femmes et les hommes pour montrer comment cette division-là peut affecter
non seulement la santé des femmes et des hommes, mais aussi la possibilité de reconnaissance de nos problèmes de santé au travail. La deuxième chose que je vais montrer, c'est les différences biologiques entre les femmes et les hommes, parce que je suis biologiste et je ne peux pas m'en passer, mais aussi pour qu'on les apprécie à leur juste mesure, c'est-à-dire pas trop, mais pas assez non plus. Et les conséquences de tout ça pour la santé, pour la reconnaissance des problèmes de santé des femmes au travail. Et le quatrième point, c'est un conflit apparent entre l'égalité et la santé, c'est-à-dire que si on lutte pour notre santé, ça peut nous faire paraître peut-être moins forte et donc moins apte à revendiquer l'égalité. Et comment qu'on fait pour revendiquer l'égalité et préserver notre santé en même temps? Et c'est un puzzle qu'il faut qu'on réussisse à résoudre en santé au travail pour les femmes. Et finalement, comment on peut progresser de la honte, d'avoir honte d'être femme, à la solidarité et la collaboration entre femmes pour améliorer notre santé au travail. Donc, la première diapo, si on veut parler d'inégalité, c'est une image qui est parue dans la presse il y a quelques années, mais qui est encore actuelle, qui montre comment ce qu'on appelle la ségrégation verticale du travail, c'est-à-dire que plus on avance du premier échelon d'avancement à PDG d'une entreprise, moins il y a des femmes. C'est vraiment très belle comme courbe. Ça décline assez régulièrement. Et donc, il y a cette ségrégation verticale qui fait que les femmes ont moins en général, je ne parle pas de toutes les femmes, bien sûr, mais dans nos emplois, on a moins de reconnaissance, moins de respect, moins de considération, et on est comme le titre de mon livre le dit, le deuxième corps au travail. Là, quand on regarde la ségrégation dite horizontale, ce que ça veut dire, c'est que les emplois qu'on occupe sont très différents. Si on regarde les données du dernier recensement travaillé par l'Institut de la santé du Québec, on voit que dans la liste des 10 professions d'hommes et de femmes, il y a 2 titres d'emploi en commun. Il y a vendeuse au détail et vendeur au détail. Et il y a nettoyeur ou nettoyeuse de travail léger. Mais même à l'intérieur de ces professions-là, on voit que le salaire annuel des femmes est de beaucoup inférieur au salaire des hommes avec le même titre d'emploi. Et en plus, il y a dans la liste des hommes, il y a un poste de cadre supérieur et dans la liste des femmes, il y en a pas. Et on voit aussi que le salaire annuel des femmes est inférieur au salaire annuel des hommes. Donc, ça, c'est la ségrégation verticale, mais c'est aussi le manque de respect pour les professions féminines. Dernière affaire, c'est que c'est des séparations assez tranchées en ce sens que il y a dans les 10 premiers emplois des femmes, il y a une grande majorité de femmes et dans les 10 premiers emplois des hommes, il y a une grande majorité des hommes. Puis ça a été calculé que pour que les hommes et les femmes soient distribués de façon égale à travers les emplois, il faudrait que 3/4 des femmes changent de poste. Donc ça, c'est la différenciation au niveau des titres d'emploi. Mais on peut aller plus loin et on peut regarder dans ce qu'on fait dans la vraie vie, dans les tâches assignées au travail. Et là, on voit que dans la transformation de la viande, si on regarde, et c'est les données de ma collègue Nicole Vézina qui a beaucoup observé la transformation de la viande,
la dinde. Et le premier poste, on accroche la carcasse de la dinde. Ensuite, on enlève les ailes, on enlève les pattes, on enlève la peau des cuisses, on tourne les cuisses, etc. Il y a des postes jusqu'à l'appareil des poitrines qui est couper les poitrines en petits morceaux. Et si on regarde la distribution des hommes et des femmes dans ces postes-là, on voit que c'est très, très, je peux dire tranché. C'est-à-dire que les 7 premiers postes, c'est des hommes et les 8 derniers postes, c'est des femmes. Et ça ne change pas avec les années. Donc, c'est un minimum. On a étudié d'autres usines, d'autres tâches, d'autres situations. Et il y a souvent ce genre de division assez tranchée entre les tâches des hommes et des femmes. Et une autre caractéristique des postes de travail, c'est qu'ils sont assez mal adaptés au corps des femmes, mais aussi au rôle que les femmes tiennent dans la société. Donc, ce qu'on a, par exemple, c'est supposé être une division absolue entre les sphères de la famille et du travail. Et donc, la conciliation entre la famille et le travail est supposée de rester invisible pour le patron. Et j'ai vu beaucoup de cas où, quand on l'a rendu visible pour les patrons entraient en situation de choc parce que il y a beaucoup d'emplois. Je vois des gens, des TUAC qui sont ici, puis elles peuvent témoigner du fait que, par exemple, dans les supermarchés, les horaires de travail sont donnés avec très peu de temps d'avance et ils varient énormément et de façon donc imprévisible. Ce qui fait que les arrangements domestiques deviennent extrêmement difficiles à faire. Donc, la conciliation exige des prouesses. Si l'horaire est variable, surtout si c'est imprévisible, et l'autre chose, c'est si c'est strict, si tu sais que ton patron va se venger si jamais tu viens pas à l'heure que lui, il vient, même si ça bousille complètement ta vie familiale. Aussi, si on ne peut pas faire ou recevoir des appels téléphoniques pendant le travail, donc si l'enfant est malade, tu ne sais pas, tu te soucies. Ça, j'ai connu des employeurs qui l'empêchaient, qui faisaient des règles dans le milieu hospitalier, par exemple, que tu ne pouvais pas utiliser ton téléphone personnel pendant le travail. Donc, ce que ça faisait, elle devait utiliser le téléphone, mais il fallait qu'elle se cache. Donc, ça interfère non seulement avec le travail, mais avec la vie familiale. Si le travail est tellement épuisant et blessant, moralement et ou physiquement, que quand tu arrives chez toi, tu es complètement vidé. Là aussi, c'est un problème. Si le collectif de travail ne fonctionne pas pour t'aider, et donc si on est constamment comme dans le milieu de la santé, on ne peut pas bâtir une équipe parce que les gens changent de place tellement souvent, parce qu'il y a des agences, parce qu'il y a une insuffisance de personnel, ce qui fait que les horaires ne peuvent pas se faire convenablement. Tu n'as pas un collectif de travail qui va t'aider si tu es dans le trouble dans ta sphère domestique. S'il y a, par exemple, menace de violence conjugale, et sachez que 20% des cas de violence dans le milieu de travail, c'est le conjoint qui vient dans le milieu de travail et qui te tue ou qui t'attaque. Donc, s'il y a toutes ces situations-là, tu as besoin de ton collectif de travail, mais si ça ne peut pas être fonctionnel à cause des arrangements, là, tu es en danger. Comme exemple de différence hommes-femmes dans les expositions, on va prendre le cas pendant la COVID et on va regarder les infections pendant la COVID et c'est la proportion de femmes quand c'est plus jaune
c'est plus des hommes quand c'est bleu. Et ce qu'on voit, c'est que les femmes sont beaucoup plus exposées à l'infection parce que, et elles sont beaucoup plus proches des autres personnes. Donc, elles sont plus exposées. Maintenant, les hommes mourraient de COVID dans le milieu du travail beaucoup plus souvent que les femmes parce que, et ça, c'est des différences biologiques, le système immunitaire des femmes est plus fort que celui des hommes. Donc, on a mieux résisté. Donc, ça montre à la fois les conséquences pour la santé de la ségrégation des emplois et aussi des différences biologiques. Si on veut considérer les différences biologiques, qu'est-ce qu'elles sont et quelle pertinence pour la santé au travail, on peut constater que dans juste les mesures des segments corporels, on peut voir que c'est pas uniforme. C'est-à-dire que les femmes ont la taille et le poids de environ en moyenne 83% de ceux des hommes, mais l'épaule, la proportion en bas de l'épaule est plus grande. Le tour des hanches des femmes est plus grosse. Et la largeur de la main est relativement plus gros, même si c'est quand même encore plus petit que ceux des hommes. Donc, nos proportions corporelles varient. Et ça, c'est sur une population européenne. J'ai cherché des mesures dans les populations racisées, par exemple, et on n'en a pas. Et ils sont exclus comme ils sont exclus de beaucoup de choses. Mais, et donc, comme j'ai commencé à dire, les femmes ne sont pas des petits hommes. Les proportions sont différentes, mais aussi la masse musculaire est différente entre les hommes et les femmes. Les hommes ont plus proportionnellement de masse musculaire, ce n'est pas une surprise. La graisse corporelle est distribuée de façon différente. On voit les différences au niveau des seins et des fesses, mais aussi dans la couche de graisse, l'épaisseur de la couche de graisse qui enveloppe le corps. Et la différence de matière grasse affecte aussi les réactions aux produits toxiques. Et c'est donc dommage que la plupart des études scientifiques sur la toxicologie sont faites avec des hommes. Et on cherchait, par exemple, des travaux sur la réaction au mercure qui est toxique dans le milieu de travail pour savoir c'était quoi les femmes. Et on trouve dans la littérature scientifique, on va appeler ça 20% de moins. Pourquoi? Pourquoi pas 20% de plus? Je ne sais pas. Il y a différentes réactions à la douleur. On ne sait pas pourquoi. C'est un sujet de recherche, contrairement au reste. On veut savoir pourquoi les femmes se plaignent pour rien. Ou si c'est peut-être pas pour rien, peut-être qu'il y a des raisons pourquoi les femmes vont être plus vite à réagir à la douleur. Les différences hormonales. Et là, on sait que les femmes sont enceintes et pas les hommes. Il y a un cycle menstruel, il y a la ménopause. Ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est que toutes ces fonctions-là sont affectées par les conditions de travail. Par exemple, les douleurs menstruelles qui sont affectées par le port de charge. Si vous levez des charges lourdes, vous avez plus de chances d'expérimenter des douleurs menstruelles aiguës. La même chose si vos horaires de travail sont perturbés ou si vous êtes exposé au froid pendant tout le temps, votre cycle menstruel va être affecté aussi. Très peu de recherche là-dessus. Pour la levée des charges, par contre, je voulais juste mettre l'emphase sur le fait deux choses. Un, c'est assez différent entre les hommes et les femmes, même il s'agit d'experts en levée des charges. On a pris des charges et des recherches à l'IRSST. Ils ont pris des charges des personnes qui sont habituées à lever des charges au travail
Et les hommes, qu'ils soient novices ou experts, leur maximum était autour de 138 kg. Les femmes, c'est moins que la moitié de ça. Donc, beaucoup moins. Et donc, il faut ajuster l'environnement de travail parce il y a moyen d'équilibrer le nombre de poids à manipuler à l'heure, mais il faut faire des boîtes plus petites qui puissent être levées plus souvent et qui soient placées à la hauteur de la taille plutôt que d'avoir à se courber. Donc, ces ajustements dans l'environnement sont nécessaires. Les conséquences de tout ça, c'est que même si les hommes ont beaucoup plus d'accidents de travail, et donc, quand un job est visiblement dangereux, quand on a peur d'y aller, on envoie les hommes et eux, ils ne sont pas supposés de se plaindre. Donc, je ne suis pas en train de dire que les problèmes des femmes sont plus importants que les problèmes des hommes. Ce que je dis, c'est que les problèmes des femmes sont moins visibles parce que justement, quand c'est visible, on envoie les hommes. Mais par exemple, les femmes ont 50% de plus de troubles musculo-squelettiques dits non traumatiques, donc des maladies professionnelles impliquant des troubles musculo-squelettiques comparativement aux hommes. Par contre, dans ces cas-là, les femmes sont juste 38% des cas de TMS compensés par la CNRSST. Donc, on n'est pas visible. Nos problèmes ne sont pas visibles et pas compensés. Et ce n'est pas juste les TMS qui ne sont pas compensés et ce n'est pas juste au Québec. Il y a des études en Suède et en France qui montrent aussi que les maladies du travail des femmes et les accidents du travail des femmes sont plus souvent attribués à des problèmes, des problèmes domestiques ou à des problèmes liés aux hormones ou aux menstruations ou à la ménopause, par exemple, et donc plus souvent refusés en compensation. Il y a aussi plus de risques psychosociaux et donc on va être content et contente surtout de voir que les risques psychosociaux sont beaucoup plus tenus en compte par les changements de la loi de la santé et sécurité du travail. Mais on voit la différence hommes-femmes. Il y a 23% des travailleuses comparativement à 17% des travailleurs qui considèrent qu'ils ont peu de liberté de décider comment ils font leur travail. Plus de travailleuses qui ont peu d'influence sur la façon dont les choses se passent au travail. Plus de femmes que d'hommes qui ont un niveau peu élevé d'autorité décisionnelle au travail et en général un niveau plus élevé d'exigence psychologique du travail. Donc, beaucoup plus de problèmes qui ne paraissent pas dramatiques, même si les hommes meurent plus souvent au travail, et donc plus de difficultés pour les dispositifs de l'État de tenir en compte les difficultés des hommes. Et pas juste l'État, mais aussi les milieux de travail. Ça, c'est une étude qui a été faite avec la FTQ et qui a été faite chez des gens qui devaient porter des échelles au travail. Et il y avait plusieurs problèmes au niveau des femmes. Les femmes avaient bien sûr plus besoin des échelles parce qu'elles étaient plus petites, mais en même temps, plus de difficultés à avoir les échelles qu'elles pouvaient porter. Parce que même quand elles demandaient des échelles plus courtes, et il y en avait des échelles plus courtes, les contremaîtres refusaient de donner un avantage ou un avantage indu aux femmes en leur accordant les échelles plus courtes. Mais l'autre chose, c'est que dans les cours de formation, on apprenait aux femmes et aux hommes les mêmes méthodes de manipulation des échelles qui n'étaient pas du tout appropriées pour la hauteur et la longueur des bras des femmes. Et le résultat, c'est qu'il y avait 2 fois plus d'accidents totalement, d'accidents de travail
chez les femmes que chez les hommes qui faisaient le même métier, mais aussi plus d'accidents impliquant les échelles. Donc, c'est juste une petite vision de qu'est-ce que c'est qui est nécessaire dans l'adaptation des milieux de travail pour les femmes. Et malheureusement, ces adaptations sont même nécessaires dans le travail de bureau. On a fait une étude aussi avec la FTQ des caissières de banque qui ne pouvaient pas ouvrir les tiroirs dans leur classeur parce que c'était trop lourd et c'était trop difficile de défaire le mécanisme. Et donc, c'est même les appareils de bureau n'étaient pas adaptés pour les femmes. Alors, qu'est-ce que ça donne? Mais dans la loi, avant la nouvelle loi de 2021, le projet de loi, la loi de 1979, il y avait encore là une belle courbe entre la proportion des femmes dans un secteur et la priorité d'intervention donnée par à l'époque la CSST, c'est-à-dire que moins il y avait de priorité d'intervention, plus il y avait de femmes. Et le secteur de la santé et le secteur de l'éducation avaient les moins de priorité, ce qui était assez étonnant, surtout quand ils l'ont ramené pendant la pandémie, parce que même le projet de loi 59 qui était introduit au début de la pandémie mettait la santé en dernière priorité. Une belle coalition entre les syndicats et les groupes de femmes a réussi à faire changer les priorités. On ne sait pas exactement ce que c'est encore parce que c'est encore en négociation, mais il y a des conditions de travail des femmes qui sont demeurées invisibles. Et l'exemple que je vais prendre, c'est la posture debout statique prolongée qu'on voit beaucoup plus souvent chez les femmes. Chez les caissières de supermarché, par exemple, c'est très visible. Elles sont debout toute la journée. Les vendeuses aussi au détail, les barmaids, etc. Et c'est une posture que j'ai étudiée avec aussi ma collègue Nicole Vecina, qui est associée à des maux de dos, à des maux des jambes inférieures et des membres inférieurs, les jambes, à des varices, à des problèmes de circulation, l'accumulation de sang vers le bas du corps et éventuellement aux problèmes coronariens. Il y a depuis toujours un article dans la loi qui dit que des chaises ou des bancs doivent être mis à la disposition des travailleurs et travailleuses lorsque la nature du travail le permet. Et il y a maintenant, je pense, 8 décisions qui disent qu'il faut que ce soit appliqué dans des supermarchés, dans des librairies, dans les casinos, mais les inspecteurs ne les font pas respecter. Et ça, c'est une photo que j'ai prise dans la librairie Renaud-Bré. On sait que les librairies Renaud-Bré ont fait l'objet d'une décision qui conclut que l'employeur devait fournir des bancs aux caissiers et aux libraires des succursales parce que la nature de leur travail le permet. Et ça, c'est une citation de la décision. Quand je suis allée après ça dans cette succursale Renaud-Bré, et j'ai pris une photo à l'insu de la caissière pour montrer qu'elle n'avait pas de banc. J'ai demandé à la caissière si elle savait qu'ils étaient supposés d'avoir des bancs. Elle le savait. Elle savait que ce syndicat voulait qu'elle ait un banc. Et j'ai demandé, mais pourquoi tu l'as pas? Pourquoi tu ne peux pas t'asseoir? Puis elle a dit, mon gérant ne veut pas. Non, son gérant ne veut pas. Ce n'est pas une très bonne raison. Et je sais qu'il y a beaucoup de contestations. Il y a des syndicats, notamment TUAC, qui appellent des inspecteurs pour qu'ils viennent, mais on ne voit pas de banc
dans cette situation-là. La seule bonne nouvelle, et on espère que c'est à cause d'un changement dans les priorités d'intervention, c'est que cette année, pour la première fois, la CNEST a mis comme priorité la, euh, la posture statique debout prolongée. Donc, ils vont peut-être commencer à faire quelque chose, ce qui montre l'importance pour les syndicats de faire une activité de contestation et de rendre obligatoire le respect des lois. Qu'est-ce qui nous empêche de revendiquer? Mais comme j'ai dit au début, on a des fois honte d'être une femme, j'ai honte de le dire, mais des fois, on veut tellement être égal qu'on pense qu'on confond égal et identique. Un exemple, c'est le congé menstruel qui est la loi dans des pays comme l'Espagne et le Japon. Des personnes qui ont des graves douleurs menstruelles ont le droit d'un congé menstruel, mais pendant les jours où c'est nécessaire. Mais au Japon, par exemple, il y a comme 3 femmes qui l'ont pris parce qu'elles ont honte de le prendre. Donc, on sent des pressions de ne pas être femme dans le milieu de travail. Et donc, ça nous empêche d'être solidaires avec les femmes, d'autres femmes. Comment développer la solidarité? Mais je pense que c'est l'objet des 2 jours la semaine prochaine qu'on va avoir hein, à Québec. Et donc, on va essayer de se tenir debout, puis d'être solidaires, puis de partager nos préoccupations communes par ces occasions-là. Merci. Et je fais Merci. pour mes livres. Merci beaucoup, Karen. Donc, on aurait quelques minutes. Là, il nous reste 6 minutes pour des questions des gens qui veulent poser des questions à Karen. Je sais qu'on avait une question concernant la distribution des PowerPoint. Je vais faire le suivi là, avec nos conférencières, puis ça sera selon la volonté de chacune. Si c'est disponible, ça va être sur le site du webinaire ainsi que l'enregistrement. Donc, j'ai Monsieur King. Oui, bonjour à Karen et tout le monde, Bonjour, Norman. ça va? J'aimerais ça que tu me corriges si je me trompe pour me dire que j'ai rêvé ça, mais ce n'est pas vraiment passé dans le temps chez les biscuits David, où les femmes se plaignaient de la lourdeur et la grosseur des boîtes, puis les gars, on est dans les années 70, là, et les gars riaient d'elles, voyons les petites filles, blablabla, mais finalement, on a diminué la grosseur et le poids des boîtes, et les hommes étaient bien contents aussi. Est-ce que j'ai rêvé ça ou ça s'est vraiment passé? Euh, Est-ce que c'est David ou Stuart? Ah, Je ne OK. me souviens pas. Mais il y a eu des événements, mais l'exemple que je connais le mieux, c'est les taxacs des facteurs euh, en Angleterre, mais quand même, quand on a commencé à avoir des factrices en Angleterre et en France, on a diminué la taille des sacs et les hommes étaient très contents, puis le niveau de moto a diminué beaucoup. Donc, c'est intéressant comme idée, c'est que quand les femmes revendiquent des choses pour respecter leur santé, finalement, tout le monde bénéficie. Oui, et je me souviens aussi d'une discussion que j'avais avec la biscuiterie Stuart parce que ils avaient justement des grosses, c'était pas des boîtes, c'était des plaques qu'on mettait dans le four. Puis il y avait des gros chaudrons qui devaient être mis dans le four et c'était un poste d'homme, puis je trouvais que c'était vraiment exigeant. Puis j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas diminuer le poids? Puis le boss m'a dit que c'est parce que les gars qui étaient là faisaient ça très bien. Sauf que les gars qui étaient là, je savais qu'ils avaient des motos. Donc, c'est pas toujours possible, mais on peut le souhaiter. Merci. On aurait le temps pour une autre question. Oui, Monsieur Blanchet, votre micro. On n'entend pas.
Oui, une petite perte d'habitude à l'occasion comme ça. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Je suis un peu interpellé aussi au sujet des chaises et des bancs. Juste bien comprendre la situation, c'est carrément les inspecteurs qui refusent de se déplacer pour venir? Est-ce Non, que non, c'est ça ils la se situation? déplacent, mais je vais vous donner un exemple parce qu'on a Oui. regardé euh, les 11 rapports d'inspecteurs de 2023 qui ont été des inspecteurs qui ont été appelés pour des questions pour l'article 170. Donc, ça Oui. exclut toutes les autres raisons où il peut Mhm. y avoir question des débats. Et il y en a trois où c'était appelé par le syndicat et le syndicat essaie quand même toujours de faire quelque chose. Il y en a un où c'est un poste d'essence où l'inspecteur a été appelé. Il a vu que les gens étaient assis sur des boîtes de lait, puis il a dit, oh, c'est correct, puis il est parti. Il y en a un où c'était une garderie où la propriétaire a dit que les éducatrices n'avaient pas besoin de chaises parce qu'il y avait des chaises pour les enfants et elles pouvaient s'asseoir dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous asseoir sur une chaise qui était faite pour un enfant de 2 3 ans, mais disons que le confort, c'est pas à son maximum. Et l'inspecteur a dit, mais non, quand même, ça prend des vraies chaises. Donc, mais généralement, un, il n'y a pas assez d'inspecteurs. Deux, ils ne connaissent pas nécessairement ça. Trois, jusqu'à cette année, tous les consignes qui étaient données aux inspecteurs n'incluaient rien dans la posture statique, ni debout, ni autrement, ni les mouvements très répétitifs des femmes. C'était toutes des questions de job d'homme avec des menaces pour le dos, une menace réelle, je ne suis pas contre, de lever des charges. Mais donc, les inspecteurs n'étaient pas non plus formés à questionner ça. Merci beaucoup. Merci. Une dernière question avant qu'on passe à Madame Lefrançois. Marois. Oui. Oui, oui, c'est Marwan. Ah, Oui, excusez. merci beaucoup, Madame Karen, en fait, pour tout ce que vous avez dit. Là, franchement, là, vous avez tout abordé, en fait, les sujets, là, pour les femmes. Par contre, en fait, je veux, en fait, ajouter, en fait, de plus, là, est-ce qu'il y a un moyen, en fait, aussi pour sensibiliser aussi, en fait, les collègues, en fait, les hommes, en fait, donc, pour qu'ils prennent soin, en fait, de la femme, donc, au lieu de travail. Si on peut travailler là-dedans aussi. Mais je pense que c'est votre job comme syndicat. Euh, vous êtes ici, c'est un premier pas. Qu'est-ce que j'ai comme conseil? J'ai dit à mon chum, mais je vais vous raconter une histoire, si je vais essayer de faire vite, Annie. C'était dans la place avec les échelles. Euh, à tous les matins, les camarades s'assemblaient en gang pour prendre le café et discuter des jobs à venir, puis un peu repartir le travail et partager. Et là, un beau matin, la seule femme s'est objectée à ce qu'un de ses collègues a dit à la serveuse, parce qu'il lui a fait une remarque qui déplaisait à la serveuse, puis a persisté. Puis la collègue féminine a répliqué et tous les gars se sont levés, ont quitté la table, ont laissé la femme tout seule et ont jamais pu déjeuner avec elle. Et j'ai demandé à mon chum qu'est-ce qu'il ferait dans un pareil cas. Est-ce qu'il aurait le courage d'être le seul gars qui s'assoit avec la fille? Et il m'a regardé, il m'a pas répondu. Parce que c'est bien tough pour les gars qui se donnent une position de défendre les femmes. Et je ne sais pas comment rendre ça plus facile pour les gars.
Et s'il y a un moyen d'en discuter entre vous, je ne saurais pas. Mais je pense que c'est un problème que vous pourriez considérer comme syndicat. Merci, Karen, pour cette excellente réponse et sujet de réflexion. Donc, on va passer à notre deuxième conférencière, Madame Mélanie Lefrançois, qui est professeure chercheur en santé et sécurité du travail à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Elle est spécialiste de la communication organisationnelle et de l'ergonomie. Ses recherches actuelles traitent des horaires atypiques, de la conciliation travail-famille, de la surcharge de travail et des inégalités sociales de genre en matière de santé au travail, réalisées en partenariat avec des syndicats dans le cadre du service aux collectivités de l'UQAM. Donc, Mélanie, je te laisse la parole. Merci, vous m'entendez bien? Super, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Annie, pour l'invitation. Je suis très contente d'être là avec vous et de continuer la conversation initiée par la présentation de Karen on va creuser un peu plus au niveau des horaires atypiques et de la conciliation travail-famille et des inégalités de santé et sécurité du travail que ça peut représenter pour les femmes. Euh, voilà, j'avais trois objectifs en tête avec la présentation. Donc, déjà de camper, qu'est-ce qu'on entend par horaire atypique, mais aussi vous positionner sur l'ampleur du phénomène. Ensuite, illustrer quelques inégalités de SST qui vont être saupoudrées là, finalement tout au long de la présentation et d'amener sur des réflexions pour des leviers pour envisager quelles actions de prévention pourraient amener à des solutions qui seraient durables et équitables par rapport à ces enjeux qui sont soulevés. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par horaire atypique en interaction avec conciliation travail-famille et SST? Je vous partage ici un portrait très global des temps de travail atypique qui a été développé par des collègues en France qui sont, je vous dirais, avancés sur tant au niveau des enquêtes nationales de collecte de données sur les horaires à des déclinaisons très fines de ce que ça implique du temps de travail atypique. Donc, ça peut être autant l'heure à laquelle débute ou Ah, ben oui, termine. c'est sûr. Bye. Est-ce que ça va? Je continue? Oui. Alors, c'est au niveau des heures de début, fin de quart qui peuvent être très tôt le matin, en soirée ou de nuit. Travail de soir, travail de nuit sont les horaires atypiques auxquels on pense peut-être le plus souvent, mais le fait de commencer à 6 heures ou à 7 heures, ça peut impliquer qu'on doive se lever pratiquement au milieu de la nuit avec des impacts sur la santé qui commencent à être documentés. Ça peut être aussi la durée quotidienne du quart de travail, donc des postes longs de plus de 10 heures ou des postes courts ainsi que des quarts brisés, donc fractionnés en blocs tout au long de la journée. Ça fait partie des temps de travail atypiques. Il y a aussi au niveau de la durée, soit sur la semaine, sur le mois, qui peut être du temps de travail à temps partiel, mais aussi le fait de travailler plus de 40 heures semaine. Donc, par exemple, dans des milieux, il va y avoir des ententes où des semaines, on va travailler plus, puis sur le mois, ça s'équivaut, mais donc, ça fait qu'il y a des semaines qu'on travaille plus que 40 heures. Il y a aussi le fait de travailler la fin de semaine, le samedi, le dimanche, qui décale complètement de la vie sociale. Et il y a aussi un caractère dont Karen a parlé tantôt qui touche toute la façon dont on gère les horaires, donc l'irrégularité puis l'imprévisibilité des horaires qui fait en sorte qu'il y a des gens qui vont recevoir soit, en fait, que l'horaire va changer déjà, soit à la semaine, au mois, sur une plus longue période, et aussi la durée de l'affichage. Donc, combien de temps d'avance je reçois mon horaire? Puis aussi, est-ce que je suis sur des rotations qui font qu'il y a des fois que je suis de jour, de soir ou de nuit? Donc, ça demande toute une gymnastique, une logistique de planification familiale, mais aussi des impacts sur le corps. Et il y a les semaines irrégulières, donc d'une semaine à l'autre, j'ai pas le même nombre d'heures nécessairement. Quand je suis sur appel, la même chose. Et donc là, ça vient jouer sur toute la notion de précarité financière, d'assurer un certain revenu qui amène des gens, donc finalement, à cumuler plus qu'un emploi avec un horaire de travail qui est atypique. Donc, ça brosse très large. Puis en France, selon comment ils collectent leurs données, ça toucherait presque au-delà de 40-45% de la population. Alors que nous, au Québec, la définition qu'on utilise dans les enquêtes, puis c'est celle-là que je vous présente, puis c'est là-dessus que les données que je vais vous présenter aussi s'appuient. C'est donc horaire atypique, c'est un emploi dont l'horaire de travail ne correspond pas à un horaire régulier de jour du lundi au vendredi. Donc, on n'a pas la finesse de savoir qui au Québec travaille de jour, de soir, de nuit, par exemple, ou la fin de semaine, mais ça englobe quand même l'idée qu'on est en décalage de la société sur les temps de travail dits normaux. Mais quand on regarde les autres définitions, vous devez tous vous dire, ah, mon horaire est peut-être un peu plus atypique que, que je le pense.
Ensuite, il y a aussi tout le temps la question de est-ce que l'horaire, il est subi ou il est choisi. Donc, moi, en fait, les recherches sur lesquelles mes études ont davantage porté, c'est quand les horaires de travail sont contraints par le contexte organisationnel. Donc, comment ça touche les hommes et les femmes différemment? Ça, c'est les données les plus récentes issues en 2024 grâce au travail de Luc Cloutier-Villeneuve à l'Institut de la statistique du Québec qui montre la répartition des horaires de travail atypiques selon le groupe d'âge et aussi selon le genre. En bleu en foncé, c'est les femmes et les hommes sont en orangé. Donc, on voit que ben, dans l'ensemble, c'est davantage les hommes. Historiquement, ça a toujours été aussi davantage les hommes qui sont touchés par les horaires de travail atypiques que les femmes avec l'inversion intéressante des 15 à 24 ans, où c'est un peu plus de jeunes femmes qui sont touchées. Mais après, ben, dans les tranches d'âge entre 25 et 45 ans, où là, on comprend qu'il y a aussi la question de famille qui peut entrer en ligne de compte, on voit ben, déjà ça baisse, mais aussi on retrouve moins de femmes que d'hommes. C'est aussi des horaires qui sont plus présents dans certains corps d'emploi, donc plus les emplois manuels et mixtes. J'ai repris les codes de couleur là, pour vous repérer rapidement dans les statistiques qui sont posées. C'est aussi dans des emplois où, par exemple, au niveau de la scolarité, c'est davantage des emplois où les gens n'ont pas plus qu'un diplôme d'études secondaires. Et ça touche aussi des emplois qui sont plus faiblement rémunérés. Donc, dans le premier quintile horaire, là, ça touche un tiers de cette population-là qui gagne moins de 20 de l'heure. Donc, ça vient chercher des questions autour de non seulement le temps de travail, mais aussi la nature du travail, puis les conditions d'emploi de ces métiers-là, où sont vécus les horaires atypiques en termes de précarisation, de la capacité financière, mais aussi peut-être au niveau des exigences physiques des emplois, dans les emplois manuels et mixtes, et peut-être aussi au niveau de la littératie, qui sont des questions sur lesquelles on peut travailler aussi en lien avec les droits au travail. Donc ça, c'est par rapport à la représentation de la population des travailleurs horaires atypiques. Puis j'attire votre attention aussi sur le fait que, ben, il y a tout le temps la notion dans les études du Healthy Worker Effect, donc l'effet du travailleur sain. Les gens qui ont un horaire atypique et qui se maintiennent, bien, sont ceux qui sont capables d'y survivre, de les endurer. Donc, il y a peut-être aussi une attrition qui se fait de gens qui ne peuvent tout simplement pas fonctionner avec ce type d'horaire-là. Au niveau de l'équilibre travail personnel ou familial, ben, je ne surprendrai peut-être pas les femmes qui sont les plus touchées, donc tous horaires confondus, les femmes vivent des difficultés plus grandes que les hommes. Et c'est une combinaison d'études là, qui vous brosse un portrait où on pourrait présumer qu'il y a des liens avec le fait aussi que les femmes assument plus d'heures de travail non rémunérées par jour, donc presque 4 heures par jour de tâches qui vont être liées, par exemple, aux tâches ménagères ou aux soins aux enfants que les hommes, dans la tranche d'âge entre 25 et 54 ans. Donc, c'est toute la notion de je fais mon quart de travail, puis quand j'arrive à la maison, bien, le deuxième quart commence. Ensuite, il y a aussi la notion d'âge des enfants. Donc, les mères qui travaillent puis qui ont des enfants de moins de 5 ans vont être globalement moins satisfaites du partage de tâches domestiques et familiales que les hommes. Et il y a une étude qui a montré que quand on vit un conflit de travail-famille élevé, donc quand on a un niveau de difficulté vraiment élevé, c'est accompagné de symptômes dépressifs plus élevés pour les femmes. Le défi, j'ai creusé pour ce midi de vous trouver par rapport aux horaires atypiques. Ce qu'on nous rapporte, c'est que ben, quand il y a un conjoint qui a des horaires atypiques, il y a 24 plus de difficultés ou de conflits travail-famille qui va être vécu, mais on rapporte qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Et là, c'est encore là tout le défi de la collecte de données. Puis moi, j'ai envie de vous souligner de la manière dont on collecte des données qui peut peut-être jouer sur l'interprétation de ces statistiques-là, c'est de se poser la question, bien, quand on demande est-ce que vous vivez des difficultés de conciliation travail-famille, il n'y a peut-être pas les mêmes implications de réflexion derrière quand on est un homme ou quand on est une femme. Qu'est-ce que ça coûte pour un homme ou pour une femme par rapport à la conciliation, sachant ces éléments-là que je viens de vous exposer qui peuvent être différenciés. Donc, c'est pour ça que je prends des fois les comparaisons de cet ordre-là un peu plus à la légère, mais ça ne veut pas dire que les hommes ne vivent pas des enjeux de conciliation travail-famille, puis je vais vous en parler plus loin parce que je pense que c'est une réalité importante à considérer par rapport à l'expérience des femmes. Donc, si je vous fais un tableau quand même bref, peut-être même grossier des interactions entre horaires atypiques et santé-sécurité du travail, je résume ici beaucoup d'études en peu de temps, mais si on prend par exemple le travail de nuit, qui est probablement la forme d'horaire atypique sur lequel il y a le plus de données, puis qu'on a creusé par rapport aux impacts d'un point de vue santé mentale, santé physique, mais aussi des troubles de sommeil que ça amène
et d'autres enjeux au niveau de la fatigue et de la somnolence, ben, il y a vraiment une réalité là, d'impact. Parfois, le travail de nuit va avoir ces impacts-là directement sur santé mentale et physique, mais parfois, ça passe par le mécanisme de tous les dérèglements hormonaux puis des rythmes circadiens, que ça passe donc par le sommeil pour avoir les effets sur la santé. Mais comme le temps de travail n'est pas la seule réalité à en prendre en compte à SST, vous le savez bien, hein, c'est questionner qu'est-ce qu'on fait pendant cette quart de nuit-là. Ben, si, par exemple, le travail s'accompagne de mouvements répétitifs, de charges lourdes, ben, ça va amener une interaction entre le fait de faire ces tâches-là la nuit et des enjeux au niveau de la santé puis des troubles de sommeil qui sont particuliers. Même chose si on pense, par exemple, à une charge émotionnelle, par exemple, dans les soins infirmiers ou encore du personnel d'urgence qui vont avoir à agir sur en situation de crise, par exemple, bien, ça va avoir des interactions. Et là, le fait que des travailleurs comme ça, où il y a bien, un contenu du travail qui peut être délétère pour la santé, mais aussi de le faire en contexte de nuit, ça va faire qu'à travers les enjeux de santé que ça pose, ça va amener des nouveaux risques de santé et sécurité du travail. Donc, ce qu'on va voir, et ça, c'est montré, c'est des chaînes qui sont montrées, donc plus d'accidents de travail ou de la route ou encore des erreurs, le conflit travail-famille dont je vous ai parlé. Et ça va amener aussi des réalités, par exemple, au niveau de harcèlement, de violence au travail, qu'on va voir des liens entre le fait de travailler de nuit notamment et d'avoir des enjeux au niveau du sommeil, problèmes de santé mentale. Ça va amplifier des troubles de l'humeur ou encore de l'impulsivité, agressivité qui va amener ces situations-là. Ou encore des TMS chroniques, par exemple. Donc, ne pouvant pas dormir bien, ben, mon processus inflammatoire fait qu'un début de TMS finira par jamais se guérir plus naturellement parce que le corps est capable de produire. Donc, j'attire votre attention sur ce que j'ai nommé tantôt par rapport au conflit travail-famille. Ben, l'idée que déjà, on sait que ça affecte la santé mentale, mais aussi par rapport au fait quand on travaille la nuit puis qu'on a donc besoin de dormir, mais déjà que le travail de nuit, ça rend la chose difficile. Si vous vous souvenez de toute la charge mentale que les femmes ont, ben, il y a peut-être là ici un lieu où particulièrement les femmes qui travaillent de nuit se retrouvent dans une situation d'inégalité par rapport à d'autres collègues où dormir, ben, ça devient un grand défi, ça demande une énorme discipline, mais c'est juste une question de disponibilité. Donc déjà là, ça vient complexifier la composition, la combinaison d'un travail en horaire atypique avec les impacts sur la santé, sécurité et la conciliation. Alors, c'est pour ça qu'un modèle qu'on trouve hyper intéressant à utiliser, qui a été développé par Béatrice Barthes, une collègue ergonome en France, c'est l'idée que, bon, on sait que les horaires vont avoir des impacts au niveau individuel à plein d'égards, là. Ça touche notre horloge biologique, les impacts sur la santé que j'ai effleurés. Ça peut se jouer différemment selon l'âge. Aussi le chronotype. Donc, est-ce que moi, je suis du matin ou je suis du soir? Puis est-ce que mes horaires m'amènent à lutter contre cette nature-là qui est liée à mon profil? Il peut avoir des effets différenciés aussi selon le sexe et le genre. Bon, les enjeux de sommeil, tous les enjeux qui touchent la conciliation, mais aussi le fait que la personne, selon où elle habite et le mode de transport qu'elle utilise, peut faire en sorte que oui, le corps est de telle heure à telle heure, mais en plus, j'ai du temps de transport qui est lié au fait que j'habite plus ou moins loin. Puis ça peut être associé à un niveau, un statut socio-économique, une capacité à se loger près du travail notamment. Donc, souvent, ce qu'on va regarder, c'est le système horaire. Donc, à quelle heure les horaires commencent et finissent, comment c'est décidé, comment c'est planifié. Mais il faut aussi s'attarder aux autres pétales de la marguerite. C'est le modèle qu'on a rebaptisé la marguerite des horaires. Donc, l'idée que la structure salariale et les primes, donc le fait, par exemple, de recevoir 1, 2, 3 dollars de plus de l'heure quand je travaille sur des quarts de soir ou de nuit, peut faire en sorte qu'il y a des personnes qui comptent sur cet argent-là, qui comptent sur ces montants-là du point de vue de précarité financière pour subvenir aux besoins de la famille. Donc, d'arriver avec une recommandation puis de dire, par exemple, ben non, c'est mieux pour toi de ne pas travailler, ben, il y a peut-être des raisons économiques qui sont derrière le fait de vouloir travailler la nuit ou d'être sur ces corps-là ou d'avoir un attrait pour les corps atypiques. Il y a aussi toute la culture de métier qui peut se développer sur les interactions dans le collectif de travail, sur le fait, par exemple, que ce n'est pas bien vu de se plaindre, par exemple, de la fatigue selon le contexte où on se trouve. Même chose aussi de se plaindre d'enjeux de conciliation travail-famille. Donc, selon qu'on est une femme dans un milieu d'hommes, un homme dans un milieu d'hommes ou entre femmes, des fois, il y a des solidarités qui ne sont pas présentes puis qui sont encore plus confrontantes. Si on s'attend, par exemple, d'avoir du soutien de collègues féminines, mais ça peut venir jouer. Et il y a tout l'aspect par rapport à la pénibilité du travail, la possibilité de réguler. Karen en a mentionné un peu tantôt, et le contenu du travail qui fait en sorte que si en plus j'ai un travail qui est exigeant physiquement ou cognitivement, mais très, très peu de contrôle sur la possibilité d'avoir des stratégies pour l'ajuster,
d'autant plus en contexte d'horaire atypique, afin de protéger ma santé, mais aussi peut-être d'avoir une performance au travail, ça amène des réalités qui sont vraiment difficiles pour ces travailleurs-là. Donc, ce que j'aime bien faire dans ces présentations, c'est de vous amener sur des contextes pour illustrer de cas concrets. Donc, on a eu la chance de faire des projets avec des syndicats FTQ dans le cadre du service aux collectivités de l'UQAM. Et donc, je vais vous amener dans 2 milieux différents. Donc, un contexte pour reprendre la notion de division sexuelle du travail abordée tout à l'heure, un contexte où les femmes, elles étaient surtout concentrées dans un poste, des milieux en horaire atypique évidemment, puis un contexte où les femmes faisaient le même poste que les hommes, mais qui avait quand même des différences. Donc, le premier, c'est dans le secteur du commerce d'alimentation où les horaires sont imprévisibles, affichés vraiment à la dernière minute, des horaires qui sont de soir et beaucoup de fin de semaine. Il y aurait énormément à dire, mais faute de temps, je trie vraiment pour aller sur des inégalités qui sont plus saillantes, notamment le fait que, par exemple, les postes de caissière, principalement, c'est là qu'on retrouvait principalement les femmes, étaient perçus aussi comme remplaçables. Et c'était un milieu où il y avait un immense contrôle préservé par l'employeur. Les échanges d'horaires étaient interdits quand pour les travailleurs, ça aurait été très simple de pouvoir échanger d'horaires. Donc, il y avait tout un système, en fait, pas un système, une perception de disant, si tu n'es pas content, va-t'en. En fait, c'est partagé par une personne qui disait, l'horaire est écrit sur la porte au niveau du gestionnaire, des gestionnaires. L'horaire est écrit sur la porte quand ils viennent appliquer. Donc, tu sais à quoi t'attendre. Si tu n'es pas content, viens pas ici. Fait que toute cette notion-là de conciliation travail-famille qui était finalement tabou, qui n'était pas un sujet abordé. Mais quand même, malgré ça, les gens arrivaient à s'arranger avec des pratiques informelles, un petit peu en marge de la convention. Donc, on se disait, si je dis toujours oui quand on me demande du surtemps, peut-être que quand je vais demander mon dimanche de congé, ils vont me le donner. Donc, cette idée-là de donnant-donnant, mais qui n'était jamais garantie, parce que sinon, à l'inverse, si on refusait d'être dans les bonnes grâces, le moyen de punir, ce qu'on disait, c'est par l'horaire, donc afficher 48 heures d'avance. Si tu n'avais pas été fin avec ton supérieur la semaine d'avant, probablement que tu étais pour travailler le dimanche soir ou le fameux quart que tu ne voulais pas faire. Donc, ça, c'est une forme d'inégalité où les femmes étaient dans un des postes les moins valorisés, alors qu'il y avait des accommodements qui étaient faits, par exemple, pour des postes plus difficiles à doter, avec des spécialités, puis avec des salaires également plus élevés. Autre milieu, dans le secteur des transports, un département spécifique de nettoyage où là, c'est un milieu majoritairement masculin, mais où il y avait à peu près 30 de femmes. Mais au niveau des nettoyeurs, c'était techniquement la même tâche. Donc, les horaires étaient faits sur des cycles de 6 mois. Les gens étaient soit de jour, de soir ou de nuit avec une panoplie d'aménagements en rotation. Donc je vous épargne les détails. Mais c'était un projet à la demande du syndicat local qui disait, on a beaucoup de pères qui se plaignent de problèmes de conciliation. Venez donc essayer de voir comment améliorer les horaires. Et donc, quand on est arrivé sur place, on a demandé pour pouvoir aller observer le travail, puis on nous a dit, allez la nuit, c'est là que sont les femmes. Puis là, on disait, mais c'est les pères qui se plaignaient. Mais après, quand on a demandé qui a les plus grands défis de conciliation travail-famille, on nous envoyait voir les travailleuses de nuit. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait beaucoup de ces travailleuses-là qui étaient monoparentales. Et là, donc, en creusant cette situation particulière-là, c'était l'idée que, puis il y avait des papas monoparentaux, mais il n'y avait pas les mêmes enjeux de garde. Mais là où les femmes ici assumaient vraiment un maximum de la responsabilité des enfants, c'est que c'était vraiment la seule option pour certaines de travailler la nuit parce qu'elles avaient épuisé leur réseau en dehors du travail. Donc, c'est plus facile de faire garder mon enfant quand il dort ou ça me permet de rester disponible de jour pour tout le reste, l'école, médecin, faire les repas, préparer les lunchs. Mais il y en a d'autres aussi quand on a commencé à s'intéresser parce que le travail de nettoyage, c'est difficile physiquement, beaucoup de risques de santé, sécurité du travail également. C'était un choix, un réel choix pour d'autres parce que ce qu'elle disait, c'est que la nuit, l'équipe, elle est stable. Ils ont appris à me connaître, ils m'aident. Donc, si j'arrive plus fatiguée, on va partager la charge. J'aime ça. Et aussi, c'est que le travail de nuit était moins pénible parce qu'il y avait plus de contrôle sur la manière, la cadence de le faire. Et donc, je peux le faire à mon goût. Alors ça amène toute une question de dire, il y a la seule option versus le choix qui fait qu'à court terme, ça peut paraître une bonne solution, mais dans ces circonstances-là où dans la monoparentalité, on continue d'avoir
beaucoup de pression, il arrive ce genre de témoignages-là de travailleuses qui disent, l'an passé, je pensais que j'allais pogner le cancer ou tomber malade, j'allais mourir. J'étais au bout. Il y a des journées que je colle malade. Éventuellement, ton corps, il arrête. Donc, elle avait essayé de se maintenir dans cette stratégie-là le plus longtemps possible pour les avantages imposés, mais aussi choisis que ça avait. Et donc, ben, éventuellement, le corps, il résiste pas. Donc, d'un point de vue d'intervention, parce qu'on a cet agencement-là de stratégies hyper complexes qui sont développées par des personnes en dehors du travail, mais aussi au travail pour composer avec tout ce que ça demande. Le défi, quand on veut intervenir, c'est que c'est invisible. Souvent, c'est que les gens vont s'arranger tout seuls, soit au travail ou par le biais de pratiques informelles dont on ne veut pas trop parler parce qu'on ne veut pas donner l'idée à d'autres pour qu'ils fassent comme nous. Puis finalement, ben, la piscine de privilèges serait épuisée quand moi, je vais arriver pour demander. Ou sinon, c'est qu'on renvoie tout dans la famille. Donc, comme disait Karen tantôt, l'employeur, il ne voit pas. Et donc, c'est très difficile d'aller voir l'enjeu. Et ce qu'on a remarqué, c'est l'affaiblissement des collectifs de travail parce que quand on s'organise seul, donc ça fait en sorte, et aussi que quand il y a la distribution de ce qu'on perçoit comme des privilèges, des accommodements, fait en sorte que chacun essaie de tirer son épingle du jeu, ça peut amener même de la compétition, mais ça affaiblit la capacité de se mobiliser pour des meilleures conditions ou de l'entraide, tout simplement. Puis à l'inverse, on a vu que dans des milieux où ça a été discuté puis rendu plus apparent, les gens ont réalisé qu'en s'aidant, ça pouvait être plus facile. Et donc, c'est là où ça amène tout le poids, parce qu'on dit tout le temps les horaires atypiques, on ne peut pas changer ça, c'est lié aux impératifs de soins, de services, etc. Oui, c'est vrai. Les horaires atypiques, on les structure pas, on les planifie pas pour le fun. Mais donc, il y a toute la question de comment, par contre, je pourrais partager le contrôle sur le travail, comment je pourrais partager un peu de contrôle aussi sur la gestion des horaires pour qu'au final, on n'a pas le choix de les vivre, les horaires atypiques, mais il y a peut-être d'autres aspects sur lesquels on peut redonner de la marge de manœuvre et du pouvoir aux travailleurs, travailleuses pour améliorer les conditions de travail en général. Fait que ça amène donc à la question, est-ce qu'il y a des leviers? Est-ce qu'on peut faire de la prévention qui soit durable et équitable? Mais je vous propose quelques pistes avec le contrepoids. Donc, une piste de solution, mais avec la mise en garde. Donc, une première action préventive, c'est quand on conçoit les horaires, c'est de s'assurer, puis ça, c'est un travail qui peut être fait syndicalement, donc de s'assurer que le repos, le repos, c'est le temps non travaillé entre deux quarts. Donc, quand, par exemple, on a des rotations jour, soir, nuit, ou quand il y a des heures supplémentaires qui sont permises, c'est de s'assurer qu'il y a un repos qui est suffisant d'au moins 11 heures. Par exemple, entre un quart de soir et un quart de jour, ça a été montré que ça réduit l'insomnie puis la somnolence au travail. Donc, ça, c'est une manière de penser les horaires pour s'assurer que les gens, et c'est lié avec le sommeil évidemment, ont un temps suffisamment pour dormir et se reposer en deux quarts. Il y a toute la question des longues heures de travail aussi qui a encore cherché la question des heures supplémentaires. On a des travailleurs, des travailleuses, vous en connaissez sûrement dans les milieux, qui vont vouloir faire, pas juste en heures supplémentaires, mais combiner des quarts pour se dire, je vais travailler plus d'heures en moins de jours. Ça va être bon pour ma conciliation travail-famille. Mais c'est de sensibiliser au fait que ce que tu gagnes en contrôle sur ton temps de travail, ça d'un point de vue psychosocial, c'est super. Mais l'impact de travailler des longues heures sur le corps, donc les impacts physiques, ça vient éliminer ces bénéfices-là que tu vas avoir gagnés. Fait qu'il y a toute une sensibilisation à faire à cet égard-là. Toute l'autogestion des horaires aussi, comme on voit, là, ça a été négocié dans les dernières conventions en santé, cette idée-là où on laisse des équipes volontaires s'organiser entre elles pour décider des horaires, déjà, ça va fonctionner s'il y a assez de personnel pour boucher tous les postes qui sont sur la feuille. Et donc, sinon, ça défait tout le principe puisque au terme du processus, il y a un gestionnaire qui va arriver puis il va mettre des noms sur les postes puis on va avoir quand même l'insatisfaction. Il y a aussi toute la réflexion autour du processus de participation. Donc, si par exemple, ça se fait dans une équipe qui est volontaire, pas juste lui dire fais-le, puis peut-être éduquer à la question des horaires, mais d'éduquer sur la manière de collaborer là-dessus. Donc, je vais aborder ici la question des inégalités, par exemple, liées aux rapports sociaux, du fait qu'il va y avoir des personnes dans les groupes qui vont avoir des grandes difficultés de conciliation, il va peut-être avoir des enjeux de discrimination puis de racisme qui va diviser des groupes, des conflits qui sont préalables, qui vont se reproduire dans les choix d'horaire, dans la collaboration, la concertation. Donc, il y a un travail à faire en amont là-dessus, sinon, ça ira pas bien. Et il va y avoir des inégalités, peut-être des groupes qui auront la voix moins forte, qui vont se retrouver pénalisés. Puis toute la question de planification des horaires. Donc, ce que les études montrent là-dessus aussi, c'est que c'est pas tout de dire aux gens, mettez vos noms sur des horaires. C'est aussi
vous pouvez contribuer à décider à quelles heures commencent et finissent les corps, parce que c'est là où les gens vont vraiment gagner la flexibilité. Et le dernier, ben, c'est la sieste au travail. Donc, c'est d'identifier des conditions optimales pour la sieste, notamment dans le travail de nuit. Ça a été montré que ça augmentait la vigilance, réduisait la somnolence en milieu de corps puis en fin de corps. Mais pour autant, il faut que les siestes soient autorisées, bien perçues, puis pas dans le placard à balai, dans un vrai local bien aménagé où les gens développeront pas une culpabilité de laisser les collègues pendant qu'ils vont faire une sieste, donc d'être perçus comme paresseux. Mais ça fait partie des mécanismes mis en place pour protéger contre les effets négatifs du travail de nuit. Ça peut avoir des super bons effets. Puis je vais terminer sur ces réflexions-là, par exemple, quand on veut lutter contre les inégalités, mais que les horaires ne peuvent pas être changés, parce que ça se peut qu'on ne puisse pas changer les horaires atypiques, ils sont là pour une raison, comme je disais. Bien, un comité SST pourrait se pencher sur d'autres aménagements qui touchent les conditions de travail, puis les penser en imaginant que la nuit puis le jour, il ne se passe pas les mêmes choses. Ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas tout le temps si on n'analyse pas le travail en détail, de regarder où sont les hommes, où sont les femmes, de s'assurer que ce qu'on propose comme aménagement sur la charge ou le travail en équipe, etc., bien, ils vont être accessibles, peu importe notre genre, mais peu importe aussi qu'on soit un homme ou une femme. Puis il y a des solutions qui sont trouvées ici aussi pour des femmes pour la conciliation, qui légitimisent, en fait, de légitimer la conciliation pour des hommes va faciliter celle des femmes et vice-versa, parce qu'il y a des milieux où les hommes ben, peinent à concilier. Donc, si on prend pour certains milieux qu'être parent, ça demande des accommodements, bien là, on va ouvrir vraiment de façon neutre, tant aux hommes qu'aux femmes. Puis une des clés, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser, puis d'offrir du soutien tant pour ce qui touche la santé, tant pour la connaissance des droits en lien avec la conciliation, de penser justement que les femmes et les hommes vivent des défis, puis toute la question de mentorat entre des anciens puis des nouveaux, le partage de trucs, donc d'en parler, juste de faire en sorte que ce ne soit plus tabou, bien, ça peut aider en termes de santé, sécurité. Donc voilà, merci de votre attention. J'espère qu'Annie, je n'ai pas défoncé magistralement. Non, pas magistralement quand même. OK. J'ai le temps de une ou deux questions avant qu'on passe à Madame Labrèche. Donc, si il y a des gens qui ont des questions. C'est sûr que ça déboule vite, c'est des sujets avec beaucoup de matière. Mais donc, je vois des petits cœurs apparaître. Si j'ai pas de main levée, je passerai tout de suite à France Labrèche afin qu'on dépasse pas trop le temps imparti pour le webinaire. Donc, France est formée en sciences infirmières, en hygiène de l'environnement et en épidémiologie. Elle compte plus de 35 ans d'expérience en santé au travail, dont 20 en recherche. Ses travaux portent principalement sur l'évaluation des expositions professionnelles aux cancérigènes et à d'autres substances chimiques, en prenant en compte les différentes expositions entre hommes et femmes, ainsi que l'évaluation des cancers professionnels et leur impact humain. Donc, France, je te laisse la parole. On t'entend pas. Ton micro est fermé, ma chère. OK. C'est bon. Je sais, Merci. mais une fois que c'était partagé, j'arrivais plus à trouver mon micro. Désolée. Bon, voilà. Bon. J'ai eu un peu peur au début. Bon, moi, je vais vous parler de l'exposition. C'est vraiment très différent de ce que les deux prédécesseurs ont parlé. Je vais vous parler précisément de l'exposition aux cancérogènes puis les cancers. Je vais aborder les sujets actuels, ces sujets-ci, c'est-à-dire les cancers, quelles sont leurs caractéristiques, leur développement, leurs causes, certaines des causes en tout cas. Est-ce qu'on peut estimer le nombre de cancers reliés au travail? Quels sont les cancérogènes auxquels sont plus exposées les femmes, du moins au Québec? Et puis, certains facteurs biologiques et physiologiques. Je ne dis pas la même chose que Karine. Karen, pardon, j'ai eu un petit peu peur quand elle a commencé en me disant, oh non, mais je me disais en fin de présentation, peut-être que justement, j'aurais moins. J'aimerais juste vous dire que, sauf pour certaines cellules dans notre corps humain, le corps est en constante évolution. Quand je dis certaines cellules, les cellules nerveuses, cardiaques, musculaires se renouvellent pas, mais la majorité des autres cellules
se renouvellent régulièrement. Elles font leur travail, puis ensuite de ça, quand c'est terminé, elles meurent, puis ça recommence. Oups, pardon. Le développement du cancer suit un peu ça. C'est-à-dire que, là, je m'excuse, je vais enlever les photos ici. Bon, OK. Est-ce que vous voyez les photos, non? OK, désolé. Alors, le développement du cancer, c'est une espèce de perturbation de cet équilibre-là, multi-étape. Je vais vous en reparler un petit peu plus longtemps. Il y a certaines caractéristiques, il y a des changements au niveau cellulaire qui vont amener après un certain temps à une multiplication limitée des cellules qui sont affectées ou qui sont non normales. Il y a une période de latence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nos cellules commencent à être abîmées, si je peux dire, il y a quand même un peu de temps avant qu'il y ait une maladie ou un problème, qui est le cancer dans le cas dont on parle, se manifeste. Et c'est un processus multifactoriel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule substance qui va causer un cancer. On sait qu'il y a beaucoup de substances qui agissent ou qui interagissent pour produire un cancer. Ce que je vous présente ici rapidement, c'est les trois principales étapes du cancer. D'abord, la première étape, c'est ce qu'on appelle l'initiation. C'est-à-dire qu'avec une substance qui est normalement génotoxique, toxique pour les gènes, il va y avoir une cellule qui va être abîmée. La cellule, elle reste anormale. Elle est ce qu'on appelle une cellule initiée, c'est-à-dire une cellule qui a un potentiel de devenir cancéreuse, mais qui ne l'est pas encore. Ça se peut que cette cellule-là reste comme ça ou que ces quelques cellules-là restent comme ça le restant de la vie. C'est possible. Mais généralement, ce qui va arriver quand la cellule est pour devenir cancéreuse, ben, il y a une période qui s'appelle la promotion. La promotion, c'est quand la cellule qui est anormale, mais si on la regarde, par exemple, au microscope, on ne voit pas qu'elle est anormale. Ou si on fait des tests un petit peu sur la performance des cellules, il n'y a pas de différence vraiment. Mais là, elle commence à changer à cause de peut-être une deuxième substance qu'on ajoute. Au travail, on a déjà peut-être une cellule initiée de façon génétique à cause de notre génétique personnelle. Puis là, on se met à être exposé à du benzène, à une substance chimique particulière ou une autre substance qui va dérégler un peu le fonctionnement de cette cellule-là. Et ensuite de ça, à la fin, finalement, on a ce qu'on appelle la progression, où une cellule qui était un petit peu anormale, mais pas encore vraiment cancéreuse, se met à se reproduire de façon plus rapide. Elle va même jusqu'à sortir du tissu sur lequel elle était au départ. Elle peut se communiquer, les cellules peuvent circuler à travers le corps, soit via le système sanguin ou encore le système lymphatique. Puis ensuite de ça, bon, il y a formation. Finalement, le cancer prend place de façon plus importante. Il y a une vascularisation, donc plus de sang qui est amené à la tumeur. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve à l'hôpital. Là, j'ai mis mon petit professeur ici dans le coin. C'est juste pour vous dire que je veux qu'on s'entende sur certains facteurs, certains concepts. C'est-à-dire, d'abord, je l'ai dit, puis je vais le redire probablement, il y a des causes multiples. Généralement, il y a plus qu'un facteur qui peut être impliqué. Il y a des interactions. Dans certains cas, deux substances ensemble vont faire qu'on a moins de risque de cancer. C'est très rare. Généralement, les deux substances vont s'additionner pour provoquer un effet cancéreux. Mais il y en a certaines qui peuvent exacerber, qui peuvent augmenter l'effet d'un des deux cancérogènes. Ce qui fait que c'est compliqué. La principale cause, elle est souvent, ou qu'on appelle le coupable, là, est souvent difficile à identifier ou à quantifier. L'exposition à un facteur cancérogène, ça ne garantit pas que le cancer va se développer. Tout le monde connaît un fumeur qui n'a jamais été malade, qui n'a jamais eu de cancer, puis qui est décédé de complètement d'autres choses. Ça, puis Dieu sait qu'il y a beaucoup de facteurs cancérogènes dans les cigarettes. L'autre aspect, ça j'en ai parlé, mais je vais en reparler encore plus tard, c'est la latence. J'ai été un petit peu horrifiée d'entendre
cette façon d'appeler les tumeurs, mais il y en a qui appellent ça des tumeurs solides ou les tumeurs liquides. Les tumeurs solides étant celles qui sont les tumeurs qui se développent dans des organes physiques, le cœur, le corps, les os, le cerveau, dans les organes, alors que les tumeurs qu'on appelle liquides se développent dans le système sanguin. C'est des leucémies ou encore le système lymphatique, des lymphomes, des myélomes. Les tumeurs solides, en général, prennent un peu plus de temps à se développer que les tumeurs liquides. C'est-à-dire qu'une leucémie, après une expulsion, 5 ans après la première expulsion, on peut commencer à voir des cas de leucémie augmentée dans une population de travailleurs, de travailleuses. Alors que pour les tumeurs solides, ça prend un peu plus longtemps. Généralement, en bas de 10 ans, c'est très rare qu'on peut associer en bas de 10 ans après la première expulsion. Ça ne veut pas dire que c'est nécessaire d'être exposé pendant 10 ans ou que c'est nécessaire d'être exposé 40 ans. Même chose pour les tumeurs du système sanguin ou lymphatique. Et l'autre aspect qui complique encore plus les choses, c'est que le moment, la durée et l'intensité de l'exposition, c'est très important. Il y a des périodes de croissance, par exemple. Lorsque les cellules se divisent, les cellules sont plus susceptibles de développer un cancer ou d'être attaquées par des substances qui peuvent être toxiques. Donc, je vous donne un exemple, le cerveau humain se développe jusqu'à l'âge d'à peu près 25 ans. Le sein, chez la femme, va finir de se développer soit après la première grossesse ou jusqu'à l'âge de 35 ans. Ce qui fait que c'est une période de sensibilité particulière pour l'exposition à certaines substances ou à certaines circonstances de travail. L'intensité de l'exposition, ben ça, c'est assez connu en toxicologie. Plus tu es exposé, puis plus le risque est présent. Maintenant, quelle serait la proportion des cancers associés au travail? Pour essayer de trouver ça, ou en tout cas de l'estimer au moins, j'ai participé à une étude canadienne qui a estimé la proportion de cancers qui seraient d'origine professionnelle au Canada. Nous avons étudié 44 cancérogènes reconnus par le Centre international de recherche comme causant le cancer à certains organes. La seule substance ou cancérogène qu'on a étudiée qui n'était pas reconnue complètement, c'était le travail de nuit, qui est considéré comme un cancérogène probable. Donc, il n'y a pas tout à fait assez de preuves pour dire qu'on est certain, mais c'est c'est probable, ça dit ce que ça dit, c'est-à-dire c'est probablement en effet associé. On a regardé pour l'ensemble du Canada des cancérogènes avec au moins 5000 Canadiennes exposées. Et puis, pardon, ici, je vous parle de 9 cancérogènes parce que c'est ceux auxquels les femmes étaient plus exposées. Et on a regardé comme site de cancer le poumon. Le poumon avait plusieurs substances. Plusieurs substances augmentent le risque de cancer du poumon ou est associé au risque de cancer du poumon. L'amiante augmente le risque du poumon, le risque de cancer du poumon, pardon, de cancer de l'ovaire et de cancer du mésothélium chez la femme. Chez l'homme aussi, là, pour le mésothélium puis le poumon. La benzène, leucémie myélomultiple, donc les tumeurs liquides. La peau, rayonnement solaire. Et pour le sein, travail de nuit. C'était les cancérogènes qu'on a regardés. Alors, le résultat de notre étude a été basé en 2011 parce qu'on avait, à ce moment-là, quand on a fait l'étude, le recensement canadien pour nous permettre de déterminer les différentes expositions puis le travail des gens, donc d'après le recensement, datait de 2011. Alors, on a conclu qu'à peu près 4% de tous les cancers étaient associés au travail. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais ce que ça regardait un petit peu seulement pour ces 9 cancérogènes-là, ce qu'on regarde qu'on obtient comme quantité de cancer. Alors, vous voyez que cancer du poumon, cancer du sein, puis cancer de la peau sont les 3 plus nombreux. Je disais que la proportion attribuable, ici, le nombre de cancers, ou la proportion attribuable, c'était de environ 4%, mais pour certains cancers, comme le cancer du poumon, ça peut monter jusqu'à 15% dans certains secteurs d'activité. Donc, ça veut dire que dans un secteur d'activité donné, jusqu'à 15% des gens qui développeraient un cancer du poumon, ça serait à cause de ce secteur d'activité-là.
Donc ça peut, c'est quand même assez important, même si les chiffres ont l'air un peu euh, moins importants. Le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, étudie depuis 1971 toutes sortes pas seulement des substances reliées au travail, mais des substances auxquelles les gens sont exposés, y compris les médicaments puis la pollution de l'air, par exemple. Par contre, Loomis, l'auteur que j'ai mis ici en 2019, a vraiment regardé dans chacun des classements quelles étaient les substances ou les professions et industries qui étaient vraiment associées au cancer. Et en 2018, lui a fini en 2018, il a publié en 2019, il y en avait 47 substances différentes, 13 professions. Ensuite de ça, pour les cancérogènes probables, donc incluant par exemple le travail de nuit, il y en avait 27 de plus et 6 de plus. Si donc ça, au point de vue santé publique, on considère à peu près la même chose, que les deux types de cancers, soit avérés ou probables, c'est la même chose. C'est des cancérogènes. Et puis, il y a aussi des cancérogènes possibles. Il y en a plus qu'une centaine. Les cancérogènes possibles, généralement, c'est quand il nous manque de données pour pouvoir classer si oui ou non c'est vraiment cancérogène ou non. Alors, des fois, il n'y a pas assez de données humaines ou les données humaines ne sont pas assez solides. Ce qui fait que, donc, vous voyez que le potentiel de présence de substances différentes cancérogènes au travail, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a des différences d'exposition au danger selon le sexe, le genre? Vous avez vu déjà avec nos deux premières conférencières que oui, effectivement, il y en a. Mais c'est vrai aussi pour les cancérogènes. Ici, ce que vous avez, c'est le nombre de Québécoises exposées en 2016, parce que c'est le moment où Carex Canada, qui est un groupe de recherche en Colombie-Britannique sur l'exposition à des cancérogènes. Eux, ils ont mesuré en 2016, donc, la proportion, le nombre de travailleuses exposées. Vous voyez ici, les noms sont en bas, donc ici, c'est 500 000. Et les travailleuses pour le Québec, ces chiffres-là sont pour le Québec. Vous remarquez, bien sûr, qu'il y a un plus petit nombre de femmes que d'hommes qui sont exposés à des cancérogènes avérés. Ça, c'est vrai, parce que les secteurs d'activité économique dans lesquels ils travaillent sont différents. Je vous montre ici la proportion d'exposition selon le sexe. Malgré ce qu'on a vu, on a vu ici quand même que c'était plus souvent les hommes que les femmes qui étaient exposées. Par contre, pour certaines substances, la proportion de femmes exposées est plus importante. Ici, les femmes sont en orange alors que les hommes sont en brun. Alors, vous voyez, pour au moins 2 cancérogènes, il y a une plus grande proportion de femmes exposées que d'hommes. L'oxyde d'éthylène, c'est ça sert à stériliser. C'est utilisé beaucoup dans les hôpitaux, dans les systèmes de soins. De moins en moins, on tend à essayer justement de l'enlever parce que c'est un cancérogène. Le radon, c'est associé c'est l'exposition au radon dans les édifices à bureaux, dans lesquels, parce que le radon, il y en a partout sur la Terre. Et dans les édifices à bureaux, on a eu tendance jusqu'à maintenant à ne pas tenir compte du radon parce que le radon, il y en a partout, puis c'est pas juste lié au travail. Mais dans certains secteurs, pas dans certains secteurs d'activité, dans certains types de building, notamment le travail dans les souterrains ou en dessous du niveau du sol, il peut y avoir des concentrations de radon plus élevées. Ce que vous voyez ici, donc, c'est les deux où il y avait plus de femmes. Ici, vous voyez que c'est encore les hommes. Là, j'essaye d'accélérer parce que différence d'exposition selon le sexe et le genre, il y a des secteurs d'activité différents, on l'a dit déjà. Vous ne serez pas étonné de voir que les soins de santé, services d'enseignement, finances, assurances, etc., c'est surtout des femmes. Et puis, l'important, dans d'autres secteurs, mines et carrières, construction, etc., c'est traditionnellement plus souvent des hommes. Je m'excuse d'accélérer, mais je vais essayer de pas trop vous garder après une demi. Donc, les différences de disponibilité, là, il y a d'autres explications de ces différences-là. Il y a des différences de disponibilité de données. Il n'y a pas beaucoup d'évaluations physico-chimiques pour les femmes, beaucoup moins que pour les hommes. Alors déjà, ça peut être une partie de l'explication de ce que je viens de vous
montrer, c'est peut-être à cause de ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de données sur l'exposition. On sait que l'évaluation d'exposition aux facteurs de santé mentale a été faite beaucoup plus chez les femmes jusqu'à maintenant que chez les hommes. Alors, vous voyez, il y a des inégalités associées à différents secteurs d'activité. Bien sûr, bon, les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes emplois, puis j'aime bien montrer ces diapos-là, puis la dernière ici où on voit que dans un travail de bureau, c'est le monsieur, c'est le gérant qui est là en arrière debout, puis il surveille ces madames qui travaillent. C'est pas dans ça, excusez, c'est dans un atelier de couture, celui-là. Mais j'en avais un autre pour les ateliers de bureautique. Dans ce même emploi, c'est pas toujours les mêmes tâches. Ça, on en a parlé beaucoup. Puis, il y a certaines différences d'exposition qui peuvent éclairer, bien sûr, les tâches, mais aussi dans la perception, le rappel ou la déclaration d'une tâche. Je m'explique. Puis ça, c'est ce que ça fait. S'il y a des différences quand on fait une enquête sur la perception, le rappel ou la déclaration, ça fait une mauvaise classification de l'exposition. On a fait une étude il y a quelques années sur des emplois qui étaient des femmes et des hommes dans 2 études où on estimait l'exposition à 243 agents chimiques différents. Alors, on a trouvé relativement peu de différence entre les genres pour les personnes exposées. En comparant 50 codes de profession, donc 50 types de professions, puis les 243 agents, on avait 326 points de comparaison. Finalement, il y a eu des différences qu'on a appelées marquées pour à peu près 8 dans 8 des cas. Puis dans 2,5 des cas, les femmes étaient plus exposées que les hommes. Puis dans 5 des cas, les hommes étaient plus exposés que les femmes. Alors, on a regardé parmi ces différences marquées-là, qu'est-ce qui expliquait la différence marquée. Puis on s'est rendu compte que pour la moitié des cas, c'était la précision des codes de profession. Par exemple, un soudeur, le soudeur, je pense que je vais aller à la prochaine, ça va tout l'expliquer comme ça. Les soudeurs, ils font plus de soudage électrique, par exemple, soudage à l'arc électrique, où il y a beaucoup plus d'émissions, alors que les femmes faisaient plus du brasage ou du soudage de beaucoup plus spécialisé, avec des surfaces moins grandes, ce qui faisait moins d'émissions, donc moins d'exposition. Des industries différentes, ça tout le monde le sait. Les tâches différentes. Donc, vous voyez, la plus grosse proportion était ici. Là, on s'en va vers les proportions moindres. Puis, c'était des tâches différentes. Et, le travailleur de ferme, dans les travailleurs de ferme, les femmes nourrissaient les animaux et les hommes avaient tendance à couper du bois, par exemple. Là, ce que j'ai trouvé bien étrange, dans la section commis-vendeur, c'était les caissières justement, on a parlé des caissières de supermarché. On se rendait compte que les femmes mentionnaient beaucoup de nettoyage des comptoirs, pas du comptoir, mais du tapis roulant, alors que les hommes n'en parlaient pas. Est-ce que c'est parce qu'ils trouvaient que c'était pas intéressant puis ils voulaient pas en parler, ou que ça les emmerdait puis ils voulaient pas s'en souvenir puis c'était pas une des tâches qu'ils considéraient la tâche de caissier? On ne sait pas, malheureusement. Et finalement, on n'a pas trouvé du tout d'explication pour 3 des cas. Moi, je pense que c'est à peu près 3 des cas. Où les hommes parlaient de micro-organismes donc les microbes chez les enseignants, mais probablement que les femmes sont plus exposées, sont plus habituées à être exposées aux microbes, puis c'était pas important pour elles. Puis là, je me rends compte on est déjà ennemis. Est-ce que, Annie, je peux continuer encore un petit peu? OK, je vais essayer de Oui, faire vas-y. ça rapidement. Les facteurs influençant l'absorption, Karen en a parlé, mais je voulais peut-être en parler un petit peu d'autres supplémentaires. Au niveau de la peau, la femme a généralement moins de sécrétion de sébum, moins de production de sueur, moins d'acidité à l'intérieur de la peau, une microcirculation qui est différente que celle de l'homme, puis l'épaisseur aussi. Alors, tout ça, ça fait une variable. Donc, c'est variable selon l'exposition. Si il y a certaines expositions à des substances qui sont plus acides ou moins acides, qui vont pénétrer plus rapidement ou moins rapidement dans la peau de la femme, par exemple, par rapport aux hommes. Pour les poumons, pardon, la femme a des poumons beaucoup plus petits, des poumons qui n'ont pas tout à fait la même forme que celle des hommes. La surface de diffusion puis le diamètre des voies respiratoires aussi sont plus petits.
ça fait que les volumes respiratoires, les volumes pulmonaires sont plus faibles. Fait que quand on fait de l'exercice, c'est plus compliqué, il faut respirer plus vite pour le même type de dépenses énergétiques, par exemple. Ici, je vous montre simplement le rapport des poids entre divers organes entre hommes et femmes. Vous voyez ici, la barre noire, c'est 100%. Alors, de façon non surprenante, ben, tout ce qui est à droite, c'est plus important pour les femmes que pour les hommes. Plus de tissu adipeux, le tractus gastro-intestinal est plus lourd et plus grand, le cerveau un petit peu plus grand, bon, je ne sais pas pourquoi. Les reins aussi, un petit peu. Par contre, les poumons, c'est à peu près la même chose, mais les poumons sont différents, sont faits différents. La cage thoracique des hommes est plus longue et puis elle permet puis le poumon est comme plus long par rapport au poumon des femmes qui est un peu plus comprimé ou plus restreint à cause, entre autres, du diaphragme. Fait qu'il y a des facteurs qui font que des aspects, bon là, j'ai mis ici ce qui était plus chez la femme et chez l'homme. Fait que c'est des facteurs qui vont faire que, au point de vue physiologique, il y a toutes sortes de choses différentes qui vont se passer. Les différents centres d'organes, les différentes tailles d'organes influencent leur fonctionnement. Puis là, j'ai parlé des poumons qui étaient plus petits, donc c'est plus difficile de s'oxygéner. Puis il y a une diminution de la capacité maximale de travail, que ça soit dû à la chaleur, à la charge de travail, à l'importance ou à la vitesse de travail. La différence de proportion d'hormones sexuelles aussi a beaucoup d'effets au niveau, par exemple, du cerveau, où il y a plusieurs récepteurs qui réagissent aux hormones stéroïdes, puis stéroïdes sexuels et non sexuels, qui a une influence sur tous les autres mécanismes qui régularisent tout l'équilibre des différentes hormones partout à travers le corps, pas seulement les hormones sexuelles, comme je disais. Alors, au repos, puis je vous donne d'autres exemples, au repos, la pression artérielle est plus faible, le rythme cardiaque plus élevé chez la femme que chez l'homme. Fait que les femmes sont plus susceptibles à une baisse de pression quand elles se lèvent rapidement ou si elles sont en situation de station debout prolongée, par exemple. Ce qui fait que ça peut amener un problème si elles sont exposées en plus à des substances qui ont, par exemple, des effets neurotoxiques comme des solvants organiques. Finalement, j'en ai pas parlé beaucoup, mais j'en ai pas parlé du tout. Karen a une chance d'en a parlé un peu. Le cycle menstruel, ménopause, grossesse, toute la vie reproductive, amène plein de variations de perméabilité cutanée, du rythme respiratoire, de la protection immunitaire, etc. J'ai pas mis les 3 petits points, mais j'aurais dû mettre des 3 petits points. Alors, tout ça, on n'en tient pas énormément compte. C'est peu étudié, c'est connu jusqu'à un certain point, mais c'est pas beaucoup mis en pratique dans les études, en tout cas quand on fait des études toxicologiques, par exemple. Ici, ce que je voulais juste vous montrer, je ne vais pas vous montrer ça très en détail, mais au point de vue toxicologique, on parle de ce qu'on appelle ADME, l'absorption, la distribution des substances chimiques, le métabolisme, jusqu'à quel point ils sont comme c'est des substances externes, le corps essaye de les défaire pour pouvoir les éliminer le plus vite possible, et l'élimination. Tout ça, on sait que pour les femmes et les hommes, c'est à peu près semblable pour l'absorption orale ou l'inhalation. Pour données insuffisantes pour l'inhalation quand c'est des substances hydrosolubles. Ce qui est gris ici, c'est des données insuffisantes. Ce que vous avez ici dans cette colonne-ci, ben, il y en a un qui est très connu, c'est que pour les substances qui sont lipophiles, donc qui aiment ou qui sont attirés par les substances, les graisses, ben, comme la proportion de graisse chez la femme est plus importante, ben, il y a plus d'accumulation de substances qui peuvent être justement liposolubles ou qui sont solubles dans les graisses. C'est connu depuis assez longtemps. Alors que les substances qui sont plus hydrosolubles, solubles dans l'eau, qui sont liées aux protéines aussi, ben, elles sont plus importantes chez l'homme que chez la femme. Vont être plus distribuées ou se répartir plus chez les hommes que chez les femmes. Au point de vue métabolisme, c'est important aussi. On sait depuis longtemps qu'il y a des substances, il y a des différences dans le métabolisme de médicaments. Que, par exemple, chez les femmes, certains antibiotiques sont métabolisés plus vite. Alors, durent moins longtemps. C'est que des fois, les femmes ont besoin d'un traitement antibiotique, par exemple, plus long.
Mais c'est la même chose avec les substances chimiques auxquelles on est exposé. Dans certains cas, certaines vont être éliminées plus vite que chez l'homme, puis d'autres, ça va être l'inverse. Mais les données sont insuffisantes encore. Bon, ça, j'aurais dû mettre ça avant. Bon, et j'achève. Bref, on sait qu'il y a une longue latence. Les causes multiples des cancers. Je vous en ai déjà parlé. C'est difficile d'estimer l'importance des cancers d'origine professionnelle. Là, je vous ai mis le fameux iceberg avec une partie qui est visible, qui est plus petite que la partie qui est sous l'eau. Donc, nous, on essaie d'avoir le plus d'informations possible pour les cancers à partir des données administratives de santé. Mais les données administratives de santé, la visite chez le médecin, les diagnostics, il n'y a pas beaucoup d'informations sur les causes possibles. Eux autres, ils veulent, ce qui est le système de santé cherche à traiter le cancer et non pas à savoir exactement toujours quelle est la cause. Les données d'indemnisation, ben, ça reflète seulement une petite partie des maladies, de toutes les maladies à longue latence, y compris le cancer. Par contre, au moins, dans les données de santé, on commence à aller, en termes de santé publique, essayer d'accumuler plus d'informations au niveau des causes. L'exposition au cancérogène, ben, ça varie selon la profession. Que ça, j'ai fait une faute d'orthographe, je suis désolée ici. Avec une même exposition, il peut y avoir des différences de rythme, par exemple, face au cancer entre femmes et hommes, mais aussi selon la génétique. Moi, là, on a parlé plus femmes-hommes ici, mais selon la génétique, l'origine ethnique, l'âge et de multiples facteurs de vulnérabilité aussi. Je termine avec cette diapo. Ben, alors, il faut agir. Il faut repérer, rendre visibles les cancérogènes le plus possible. Essayer de garder en tête qu'il y a des différences d'exposition. Justement, quand on essaie de les repérer, il faut penser qu'il y a des différences d'exposition et de risque, les deux. C'est-à-dire que même s'ils sont exposés, la différence de risque peut varier selon le sexe et selon les personnes en général. Et selon, bien sûr, bon, je parle de l'industrie profession tâche, selon la biologie, la physiologie, les phases de la vie reproductive aussi. Et mettre en œuvre, ben, pour ceux qui sont plus en SST, prévention des expositions professionnelles, ben, vous savez qu'il y a il faut absolument des priorités, des politiques de santé, sécurité au travail adaptées. Puis là, j'aurais dû dire aux différentes personnes ou aux différences. Prioriser l'élimination, la substitution, contrôle, le plus possible des cancérogènes, bien sûr. C'est vraiment, il faut vraiment prévenir, puis compléter avec des contrôles administratifs, modification de tâches, etc. Repérer, corriger d'abord, éliminer, réduire, contrôler l'exposition aux cancérogènes. Je vous ai menti en disant que c'est la dernière, mais ça, c'est la dernière pour vrai. Les femmes ne sont pas des petits hommes. J'étais contente que Karen dise ça justement parce que c'est tout à fait vrai. Il faut garder en tête que ce qui est visible n'est pas toujours important et que l'invisible n'est pas toujours bénin. C'est ça. Ça, je pense que c'est juste. Ça, c'est très difficile quand on fait des visites, par exemple, dans un milieu de travail, parce que ce qui saute aux yeux, c'est toujours le visible. Puis ce dont on parle plus, c'est ce qu'on sent, tu sais, quand ça sent pas, c'est bon. Mais non, c'est pas vrai. Et le rôle des préventeurs est crucial pour mobiliser les travailleurs, travailleuses, puis les autres partenaires en santé et sécurité du travail. Alors, avec ça, je termine vraiment ici. Merci pour votre attention, puis je vais prendre quelques questions si jamais il y en a. Merci beaucoup, France. C'est grandement très apprécié. En tout cas, moi, j'aurais une multitude de questions, mais je vais laisser la place, puis on aura le temps aussi d'en reparler lors du sommet SST. Mais c'est le temps, là. On a encore France qui est avec nous, Mélanie est toujours là, Karen aussi, si vous avez le temps de prendre quelques minutes là, pour des questions. Je vous laisse la place. Ben, si il n'y a pas de questions, moi j'en poserais une, France. À savoir, bon, tu as terminé sur l'invisible. Comment est-ce qu'on pourrait faciliter ou rendre plus visibles justement ces risques-là, ces risques cancérigènes pour la prise en charge dans les milieux de travail? Tu sais, est-ce qu'il y a un moyen de faciliter ça?
Malheureusement, moi, ce que je dis à tout le monde, c'est c'est peut-être ma formation qui dit ça, pardon. Il faut toujours se méfier, se dire, je rentre dans un milieu, il y a sûrement quelque chose qui est pas bon. C'est pas très positif comme façon de fonctionner, là, mais c'est une façon, c'est comme c'est vraiment être à l'écoute. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont nous sauter aux yeux. Mais des fois, je pense à un de mes collègues, enfin, mon fils, finalement. Mon fils qui est venu, qui travaillait dans un endroit plus en physique, puis il s'est promené avec des collègues avec un détecteur Geiger. Geiger, donc c'est pour les radiations ionisantes. Puis tout à fait par hasard, en marchant à côté d'un escalier, ils sont mis à détecter des traces de radioactivité. Finalement, c'était que il y avait quelqu'un qui avait laissé dans un pot quelque chose qui était radioactif dans le coin, puis c'est ça qui émettait des radiations ionisantes. Bon, c'est sûr qu'il y avait personne qui était assis à côté du pot, là, mais je pense qu'il faut essayer d'éliminer tout, de repenser ou de revoir tout ce qu'on a en se demandant si est-ce que ça se pourrait qu'il y ait des substances. Puis, on a parlé beaucoup du travail de nuit ou des horaires atypiques. Ben justement, ça, c'est quelque chose qui est très visible. Par contre, au moins, visible dans le sens où on est vraiment conscient de ça. Euh, pour le risque de cancer, bon, jusqu'à maintenant, selon nos connaissances, c'est vraiment la perturbation du rythme circadien qui est associée ou une augmentation du risque de cancer, du cancer du sein et de la prostate maintenant, mais donc hormonal, parce que ça dérègle les hormones. Fait que si une des façons de faire, alors qu'on ne peut pas enlever le travail de nuit dans certains secteurs, c'est impossible. Je pense qu'il faudrait limiter dans d'autres secteurs, là, des restaurants, un restaurant ouvert 24 heures par jour ou des spectacles 24 heures par jour. Personnellement, je ne suis pas convaincue que c'est une bonne idée, là, mais bon, excusez, là, mon opinion personnelle. Mais je pense qu'il y a moyen à ce moment-là de réduire la période de la vie où on est exposé ou encore travailler un petit peu, comme disait Mélanie, à réorganiser les horaires de travail de façon à diminuer le plus possible le cycle circadien, diminuer la perturbation du cycle. Je sais pas, ça répond pas à ta question parce qu'il n'y a pas de façon miracle. On peut se promener avec une liste, mais il faut que la liste elle soit adaptée à chaque secteur d'activité, à chaque endroit où on va finalement. C'est une liste par milieu de travail, presque. Mais non, je pense pas, en tout cas, si vous auriez eu la réponse toute faite, j'aurais été merveilleux, c'est ça qu'on met en place. Mais je me doutais qu'il n'y avait pas une seule réponse simple, mais ça met, puis ça aussi, ça m'avait interpellé, là, le lien entre le travail de nuit, la présentation de Mélanie et le risque de cancer du sein. Je ne sais pas à quel point les femmes qui travaillent de nuit sont au courant de ce risque-là accru. Je pense pas que c'est dans beaucoup de programmes de prévention au Québec d'employeurs qui ont des travailleurs de nuit, mais c'est tout autant de questions et de choses à prendre en compte pour les femmes dans le milieu du Ouais. travail. Encore une fois, honnêtement, en préparation, j'avais déjà hâte de vous entendre. C'était vraiment très instructif. Merci beaucoup. On a reçu aussi dans les commentaires là, plusieurs remerciements. Et oui, donc l'enregistrement va être disponible sur la page webinaire. On enverra un courriel là, à tous ceux qui se sont inscrits pour vous dire quand ça sera disponible. Et encore une fois, un gros merci, mesdames. Fait que, bon après-midi tout le monde.